La conférence restaurative, c'est Eulalie Spichiger qui va nous en parler. Elle est assistante coordonnatrice de l'antenne sud-ouest de l'IFJR. Et ensuite, Héloïse Kelbut nous parlera des cercles restauratifs. Et Héloïse est coordinatrice de l'antenne nord-est de l'IFJR. Merci Estelle, bonjour à tous. Comme l'a dit Estelle, je vais vous parler des conférences restauratives. Donc, c'est la troisième mesure après la médiation, les RCV-RDV, donc la conférence. Euh, pour partir, donc, je vous présente ça en 5 minutes. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus synthétique. L'idée, c'est qu'on peut partir sur la base de la médiation restaurative où on a une personne auteur et une personne victime qui sont en général, c'est la même infraction en fait. C'est la même infraction, contrairement au RCVRDV, où on est sur des personnes qui ne se connaissent pas, où c'est le même type d'infraction, mais ces personnes ne se connaissent pas. Ici, elles se connaissent. Euh, Sauf qu'on n'a pas juste un auteur, une victime. Là, en fait, on a aussi des personnes ressources et des personnes de confiance. Donc, vous allez avoir l'auteur avec une, deux ou trois personnes proches et la victime avec une, deux ou trois personnes proches, personnes de confiance. Pardon, je dis personnes ressources avant, c'est pas du tout ça. C'est proches ou personnes de confiance. Euh, donc ces personnes, en fait, ce ne sont pas comme des membres de la communauté dans les RCV, ce sont vraiment des personnes qui ont été impactés par le crime. Ce sont vraiment des participants en tant que tels. Ils ont subi des répercussions ou ils subissent encore des répercussions. Donc, ça va être des vrais participants. Ils vont participer aux échanges, ils vont eux aussi avoir des attentes, ils vont eux aussi avoir des questions, eux aussi avoir des réponses. Donc, ce sont des vrais participants. Donc là, on est sur entre 6 personnes. Voilà, on est dans ces eaux-là. On a un peu plus de participants que dans une médiation. Donc là, on est toujours sur de la co-animation. Il y a deux co-animatrices dans une conférence. Euh, donc voilà, ça c'est le schéma. Pour vous dire un peu d'où ça vient, ça vient de pratiques maoris, donc en Nouvelle-Zélande. C'était au départ pour des personnes auteurs, mais qui étaient mineures. Donc c'est venu de là. L'idée, c'était de réparer les victimes, mais également de réintégrer dans la société les personnes auteurs qui étaient mineurs, donc les mineurs. Ce dispositif, donc, comme je vous ai dit, ça vient de la pratique, mais il a ensuite été institutionnalisé. Il y a une législation là-dessus en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Irlande du Nord. Donc tout ça, on retrouve des législations. En France, ce qu'il en est en France des conférences, c'est pas la mesure la plus développée. Pour autant, c'est une mesure qui intéresse particulièrement la PJJ, parce que comme je vous disais, mineur auteur, donc c'est plus la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, qui, la PJJ, peut-être que certains d'entre vous savent, font des expérimentations de justice restaurative en France et ont tendance à plus se tourner justement vers la médiation et les conférences. C'est des mesures qui répondent le plus à leur public. Donc voilà. Qui dit mineur dit autorisation de faire un accord des représentants légaux. Ça sera nécessaire. Si un mineur est présent dans une mesure de justice restaurative, que ce soit conférence, médiation, il faudra l'accord des représentants légaux, quoi qu'il en soit. Je vous parle beaucoup des mineurs, mais il faut savoir que la conférence pourra quand même s'appliquer, même si l'auteur est majeur, il n'y a pas de souci. On s'adapte aux gens. En justice restaurative, je pense que c'est le mot d'ordre. S'adapter aux gens. On fait selon eux leurs attentes. Donc, ça pourra également s'appliquer aux majeurs. Et en ce qui concerne le protocole, je ne vais pas revenir en détail dessus parce que Marion et Noémie vous l'ont très bien expliqué pour la médiation restaurative. Ça ressemble beaucoup au protocole de la médiation restaurative. Sauf que donc, il va y avoir des entretiens de préparation avec la personne à l'origine de la demande. Ça pourra être l'auteur ou la victime. Et dans ces entretiens de préparation, la personne va identifier quels sont ses proches et ses personnes de confiance. Ça vient d'elle, c'est pas vous en tant qu'animateur qui allez dire qui sont ces personnes. Ça vient de la personne. Et ensuite, vous allez aller voir ces personnes. Et évidemment, le volontariat s'applique aussi. Vous ne pouvez pas ordonner à quelqu'un d'être proche ou personne de confiance, c'est logique. Et vous ferez des entretiens individuels avec ces personnes également. C'est-à-dire que ces proches personnes de confiance vont être préparées individuellement, comme la personne victime et la personne auteur. Tout le monde est préparé individuellement. De la même manière, après, on portera la demande et on fera pareil avec la personne à l'origine de la demande. On identifiera ses proches et personnes de confiance qu'on préparera individuellement. Voilà.
je ne vais pas aller plus dans les détails. Il y aura un échange, plus comme la médiation restaurative que les RCV. Là, on est sur un échange en principe. Alors, je parle d'échange parce que pas de rencontre, parce que la rencontre en face à face, c'est pas obligatoire. Ça dépend des personnes. Donc, ça pourrait être une visio. On est de plus en plus à la visio. Ça peut être des échanges par lettres. Tout est envisageable. Donc, voilà. Et puis pour terminer, il y aura un entretien individuel, un entretien post-médiation, maximum 2 mois après, pour faire le bilan de cette conférence. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter ça, j'espère que j'ai été claire. Et en faisant cours, donc voilà, je laisse la parole à Héloïse qui va vous présenter les cercles, la 4e mesure. Merci. Donc effectivement, donc moi je suis Héloïse Kelbut, coordinatrice de l'antenne nord-est de l'IFJR. On a pris le parti dans ce webinaire de 2 heures de tout de même vous parler du cercle restauratif qui est encore, il faut le dire, assez peu usité et installé en France, mais qui n'est pas pour autant dénué d'intérêt, bien au contraire, je dirais. Je crains par contre, au contrario de Michel, qui avait de nombreuses expériences, exemples concrets sur les RCV, RDV auxquels elle a participé, je crains pour cet exposé d'avoir peu d'exemples concrets pour incarner mon propos, puisque je le dirais d'une certaine manière, tout reste à faire, en tout cas en France. Je vais très rapidement faire un détour, un large détour géographique pour dire un petit peu les différentes applications du cercle restauratif. En effet, c'est une modalité de justice restaurative véritablement dédiée à la communauté de vivre ensemble. Là, on est encore en termes numériquement, on passe encore au-dessus de la conférence restaurative. Il y a les médiations, vraiment le noyau dur, la conférence restaurative avec les proches et le cercle restauratif. Là, on est vraiment sur plus large, plus de participants. Il est à la fois destiné à la communauté de vivre ensemble et c'est à la fois elle-même la ressource du dispositif. Mais comme à l'image de la grande famille de la justice restaurative, vous voyez, il y a nombreuses modalités, nombreux dispositifs, nombreux courants aussi qui traversent la grande famille de la justice restaurative. Le cercle restauratif, lui aussi, est protéiforme. Donc très rapidement, ces différentes applications viennent simplement des origines diverses, elles aussi, dans le monde. Voilà. Donc, qui nous préexistent, il y a les cercles de détermination de la peine. Là, je vais juste évoquer très rapidement, puisque l'un des objectifs essentiels dans ces cercles de détermination de la peine, c'est de trouver ensemble une solution. Cette solution devient un accord et cet accord doit être validé à la seule compétence du juge. Je vais juste donner un nom pour les gens curieux et intéressés. Il y a le juge Barry Stewart. Ces noms, je les mettrai tout à l'heure dans la barre à droite, là où il y a les questions. Et donc, il a permis ces sentencing circles en anglais, donc cercle de détermination de la peine. Ça, c'est un courant des cercles de justice restaurative. Par ailleurs, un peu plus au sud, puisque c'est au Brésil, l'exemple d'avant était au Canada, il existe donc du coup les cercles, et c'est aujourd'hui appliqué encore depuis les années 90 au Brésil. Dans les favelas, il y a les cercles restauratifs qui viennent véritablement aider à la régulation de la violence, notamment dans des quartiers relativement dangereux comme dans les favelas. Pour en savoir plus également, je donnerai le nom tout à l'heure dans la barre à droite, c'est appliqué avec Dominique Barter. Donc lui, c'est un Anglais, mais qui vit au Brésil depuis maintenant 30 ans. Et enfin, il y a quelque chose où, je dirais, c'est cette dernière application qui est un peu la version qui nous semble être celle qui serait la plus applicable en France aujourd'hui. Il y a les cercles dits de guérison, ou qu'on appelle simplement ici les cercles restauratifs, qui sont des cercles dédiés à l'expression des répercussions et à l'écoute de tous les points de vue des membres d'une dite communauté de vivre ensemble. Donc là, l'origine de l'expérience, c'est dans les années 80, Hollow Water, j'écrirai tous ces mots dans la barre à droite, au Canada. Et ça a eu lieu voilà, donc dans les années 80. Donc ce qui est important à retenir sur les cercles restauratifs, c'est que c'est un espace de dialogue, à l'instar de toutes les mesures de justice restaurative, souple, très ouvert, puisque c'est à l'échelle d'une communauté de vivre ensemble. Donc ça peut être un quartier, un village rural, une ville. Ensemble, les participants de cet espace de dialogue échangent et abordent les ressentis
autour d'un événement qui a pu venir perturber très fortement le vivre ensemble à petite échelle. Le cercle restauratif, comme on vient de le voir, soutenant la communauté, sert aussi, comme je disais tout à l'heure en introduction, évidemment à mobiliser largement la communauté autour de, lorsqu'ils sont encore là, malheureusement, la personne victime, ou soit autour de la personne auteur, soit autour des deux, quand c'est encore possible, ou même en leur absence, c'est-à-dire si malheureusement, il y a décès des 2 ou absence ou non-participation, si un vivre ensemble, une communauté est perturbée suite à une infraction particulièrement violente ou traumatisante, il peut être possible de se réunir également sans. Peut-être un tout petit peu plus précisément, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup sur, les pratiques puisque vous voyez, ça reste encore à décliner. Hem, Comme les autres modalités de la justice restaurative, ça c'est bien à retenir, le cercle restauratif se prépare en amont. Il y a une préparation individuelle auprès des protagonistes lorsqu'ils sont là, par personne victime ou personne auteur, et également en sous-groupe autour de ces personnes. Et la rencontre plénière du cercle n'intervient uniquement que lorsque les participants se sont choisis et sont prêts à la rencontre. En effet, installés en cercle, ils prennent tous et toutes la parole en se passant, à l'instar des RCV-RDV, comme le disait tout à l'heure Michel, un bâton de parole qui vient matérialiser la prise de parole et le respect de chacun des participants. Dans la loi française, parce que oui, la loi française l'a prévu, le cercle restauratif, comme toutes les mesures de justice restaurative, pourrait être mis en œuvre dans toutes les procédures pénales et à tous les stades de la procédure, quelle que soit la gravité de l'infraction. Mais surtout, lorsqu'il y a eu un classement sans suite, suite à une ordonnance de non-lieu, donc là, c'est des termes un peu juridiques pour ceux qui ne sont pas dans le milieu judiciaire, on pourra lors d'autres espaces expliquer un peu plus ces stades-là de la procédure, ou ça peut être aussi lorsque le juge décide de relaxer ou d'acquitter la personne auteure. À la question de savoir qui peut s'en saisir du cercle restauratif, finalement, c'est toute personne de la communauté se sentant impactée par le conflit qui peut faire appel à ce cercle. Je dirais, voilà, ça vient rapidement à la conclusion parce que 5 minutes, c'est court et je vois qu'en plus, vraiment, on approche des 18 h. C'est que, à la différence des autres mesures de justice restaurative déjà expérimentées en France, le champ des cercles restauratifs reste quand même à explorer, expérimenter. Néanmoins, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il faudra toujours rester vigilant aux points essentiels, faisant de la justice restaurative une démarche porteuse et salutaire pour tous. 3 points d'ailleurs que, dès l'introduction, M. Carriot rappelait, heu, le respect du volontariat et du consentement des personnes à participer, la reconnaissance des faits à minima par l'auteur et la préparation individuelle par un tiers indépendant formé. Ces 3 points sont pour tout ce qui est, des modalités de justice restaurative essentiels. Mais je tenais à le rappeler ici, même si ce n'est pas propre à mon sujet, parce que je le dis, les cercles restent un domaine à explorer et à expérimenter. Les protocoles ne sont pas encore balisés, par notre institut qui, pour le coup, a fait un gros travail sur toutes les mesures expliquées, juste avant. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour néanmoins introduire ce dispositif à votre connaissance. Merci pour votre attention. Merci Héloïse. On va faire quelques questions où on passe à la vidéo. On va poser les questions d'abord tant que vous êtes là. J'ai une question de Adélia Lopez qui dit: existe-t-il des groupes de victimes et auteurs concernant les actes terroristes? Oui, je peux répondre. Ouais. Il en existe pas spécialement, non, mais la justice restaurative peut tout à fait s'appliquer au cadre terroriste. On avait travaillé, nous, à l'IFJR, là-dessus, sur un projet comme ça en 2017-2018. Pour plusieurs raisons, ça n'a pas pu aboutir. Mais oui, la justice restaurative peut s'appliquer aux terroristes, mais également aux proches, donc aux proches de victimes, on l'entend bien s'il y a eu des décès, bien évidemment, mais également aux proches d'auteurs, ce qui peut être parents, enfin entourage. C'est toujours ça, en fait, c'est à partir du moment où il y a des répercussions pour les personnes, euh, ils ont toute leur place dans la justice restaurative, donc oui, ça s'applique en matière terroriste. Merci Eulalie. Et peut-être que je peux juste rajouter un petit truc, notamment sur les attentats du Bataclan. Il y a un livre qui a été écrit par un auteur
par un père d'un auteur et par le père d'une des victimes du Mm. Bataclan. Si ça vous intéresse, le livre, il s'appelle « Il nous reste des mots ». Et je ne me rappelle plus du nom des auteurs, mais on peut le retrouver facilement. Salut, Ensuite, j'ai une question de Gaëlle Franquet, peut-être pour Héloïse. Si une victime est en demande, mais que lors de votre rencontre, vous jugez qu'elle est trop fragile psychiquement, pouvez-vous refuser? Le micro coupé. Ok, vas-y. Si donc une victime est considérée, identifiée comme trop fragile par les animateurs, c'est ça la question? Ouais. Quel que soit le dispositif? Oui. Donc en général, il ne va pas de notre posture d'animateur pour accompagner une personne victime, de juger qu'elle est trop fragile. Il faudra, mais néanmoins, enfin, c'est-à-dire que c'est à elle d'effectivement nous dire qu'elle est prête, et cetera. Lorsque mon expérience m'a montré, à 2 reprises, dans la préparation des participants, que c'était pas possible, pour elle, enfin, je ne me sentais pas en sécurité de l'accompagner, en toute sécurisation pour elle. Il est pour ça une des réponses, je dirais, qui est essentielle, c'est d'avoir justement des partenaires pour pouvoir réorienter en cas, d'impossibilité selon l'animateur d'une personne victime à participer. Il faudra lui rappeler que c'est peut-être pas simplement la bonne temporalité. C'est-à-dire que si maintenant il semblerait qu'il y ait des choses qui nous font pas considérer que cette démarche est sécurisée pour elle et pour les autres, si c'est un groupe, néanmoins, elle pourra s'en saisir ultérieurement. Momentanément, pour la réorienter vers autre chose. C'est ce que je dirais de base, en étant tout à fait sincère et en étant transparente. C'est ça la congruence dont on parlait tout à l'heure en tant qu'animateur ou médiateur. C'est-à-dire: «Écoutez, moi je ne me sens pas, à l'aise pour aujourd'hui vous accompagner en toute, enfin, pour vous assurer une sécurisation émotionnelle dans ce dispositif. Qu'est-ce qui me permet de savoir que si?» Et là, vous continuez à la préparer. Si au final des entretiens de préparation, vous et votre binôme, puisque la justice restaurative se fait régulièrement en animation en binôme, vous êtes toujours à la même, disons, évaluation ou perception, parce que je n'aime pas trop toujours le mot évaluation, il ne s'agit pas d'une évaluation psychologique. Alors dans ce cas-là, oui, dites-lui que vous l'invitez à temporiser sa démarche et qu'ultérieurement, elle pourra toujours s'en saisir. D'accord, merci Héloïse. J'ai une dernière question de Morgane Perrière, peut-être pour Noémie. Est-ce que l'accès à la justice restaurative est encadré par des psychologues ou psychiatres dans le cadre de certaines personnalités d'auteurs, par exemple concernant des personnes dangereuses ou multirécidivistes, où il faudrait leur accord concernant l'efficacité du processus sur eux? Oula, je vais essayer de répondre à la question qui est assez dense. Les mesures de justice restaurative, elles vont avoir lieu si les personnes sont, dans un premier temps, d'accord pour y aller, mais ça n'est pas aux professionnels, aux professionnels extérieurs au médiateur de venir juger de la capacité d'une personne ou des bienfaits ou de ce qu'elle pourrait en retirer à sa place. Je dirais ici qu'il faut travailler en bonne intelligence. Si il y a des craintes sur la dangerosité de la personne, sur le fait qu'elle ne va pas dans la mesure de justice restaurative avec des intentions qui sont d'avoir un espace de dialogue et de pouvoir évoquer avec l'autre personne les répercussions de l'acte et éventuellement poser des questions ou s'exprimer à ce sujet, mais qu'il y a d'autres velléités, charge au médiateur de venir s'assurer de tout ça à l'occasion de la préparation. Et puis ensuite, éventuellement, de dire eh bien, ça ne sera pas possible parce que les attentes de la personne victime, de la personne auteur ne vont pas dans le même sens. Mais j'aurais tendance à dire ne venons pas psychologiser un dispositif qui n'est pas l'espace pour ça, c'est l'espace des participants. En revanche, et je vais essayer d'être synthétique, ne faisons pas l'économie d'un travail pluridisciplinaire, mais ne faisons pas non plus, n'enlevons pas aux personnes ce dispositif, leurs attentes qui leur appartient à elles et qui n'appartient pas aux professionnels. Merci Noémie.